Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Z sur 7, votre podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trends Talk pour vous. On doit fondamentalement transformer l'économie européenne en une économie technologique. Olivier Mouton reçoit Fabrice Brion, CEO d'Icar, une société montoise à succès active dans la maintenance industrielle prédictive. L'entreprise fête ses 20 ans et arrivera sur le marché boursier en 2025. L'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. Alors Fabrice, vous venez de fêter vos 20 ans. Alors c'est une étape, j'imagine, c'était une belle fête ? Oui, on a passé une bonne soirée. Non, mais plus sérieusement, c'était important pour nous parce qu'on s'est lancé il y a maintenant 3 ans dans un plan qu'on a appelé le plan Eau Rouge, en hommage au virage du circuit de Je vais dire, c'est un tournant aussi. C'est un tournant, on peut dire que c'est un tournant, exactement, et au propre et au figuré. Donc l'opération, le virage de l'Eau Rouge, tout le monde le connaît, à Francorchamps, et on dit souvent que c'est lui sur une saison de Formule 1 qui fait la différence entre un amateur et un pilote. Et c'est un peu la même chose, c'était le but de notre opération lancée il y a 3 ans, c'était vraiment de mettre Icar dans une autre division et de faire la différence. Et cette opération, elle se termine, la dernière étape de cette opération, c'était une IPO, donc une entrée en bourse. Et donc on s'est dit que c'était bien de joindre l'utile à l'agréable, de fêter nos 20 ans à Francorchamps pour célébrer le succès des 2 premières étapes de cette opération et en même temps annoncer la 3e. Et de retrouver l'Eau Rouge. Très concrètement. Alors on rappelle simplement, pour que nos téléspectateurs aient bien ça en tête, donc en fait, Icar est né d'un mémoire de fin d'études que vous avez rédigé, et ça part d'une idée assez simple, en fait, de la maintenance industrielle prédictive. Je ne me trompe pas, donc c'est de dire, en fait, c'est en surveillant les outils de production et en veillant à ce que les réparations et autres surviennent au bon moment, qu'on peut gagner du temps, de l'énergie, qu'on protège mieux la nature, tout ça. C'est ça. Donc le principe, c'est de se dire, on va finalement éradiquer la notion de panne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a toutes les technologies possibles pour détecter des problèmes sur des équipements, nous, industriels, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'ils ne se produisent, et donc que nos clients puissent réparer leurs machines avant qu'elles ne cassent. Et ça permet bien sûr de mieux gérer les risques. Quels risques ? D'abord les risques humains, parce qu'une machine qui casse, ça peut avoir des conséquences sur les ouvriers, les employés qui sont à côté de cette machine. Ensuite, les risques environnementaux, donc justement le fait de pouvoir mieux maîtriser des dégagements, des produits non voulus qui seraient créés à cause d'une casse de machine. Des risques bien sûr financiers, parce qu'une casse de machine, ça coûte cher. Et enfin, des risques sur la qualité, puisque une casse de machine, ça peut avoir des conséquences importantes, négatives sur la qualité du produit. Et donc cette idée simple, en fait, elle fait son petit bonhomme de chemin dans plein d'entreprises aujourd'hui. Vous êtes présent... Je ne dirais pas encore, parce que malgré qu'on ait beaucoup grandi, on a multiplié notre taille par 10 sur les 10 dernières années, on vise encore à la multiplier par 10 sur les 10 prochaines. Malgré tout ça, on évalue, il y a différentes études de marché qui évaluent qu'il y a moins d'une machine sur 10, dans moins d'une usine sur 10 qui est équipée d'une solution de maintenance prédictive. Pas rien que les nôtres. Ça veut dire que le marché est gigantesque. Ça veut dire que le marché est gigantesque. Potentiellement, en tout cas. Potentiellement. Ça veut dire qu'en gros, sur les 10 prochaines années, si on veut faire notre objectif, on doit passer de 1% de machines équipées à 10% de machines équipées, ce qui me semble tout à fait faisable. Alors, un des éléments dans votre plan qui a été sans doute important, c'est que vous travaillez avec des capteurs, ça je ne me trompe pas, et qu'en fait, la production est devenue, je vais dire massive. En tout cas, c'est ça qui vous a fait franchir un cap, non ? Oui, en fait, la clé de notre métier, c'est l'intelligence artificielle. C'est la manière dont on va analyser les données. Mais comme souvent, pardonnez-moi l'expression, bullshit in, bullshit out. Et donc, on doit avoir des données qui sont de très grande qualité. Et pour ce faire, on a décidé, il y a déjà plus de 10 ans, de développer nos propres capteurs. Sauf qu'au départ, c'était des capteurs qui étaient assemblés manuellement et donc dans des quantités
assez faible. Et tout le challenge de cette opération au rouge qu'on s'est fixé il y a 3 ans, c'était de passer à la production industrielle de ces capteurs. Donc de reconcevoir de A à Z une nouvelle génération de capteurs qui permettent d'être meilleurs tout en ayant des capacités de production beaucoup plus élevées. Pour donner un ordre d'idée, la première génération de nos capteurs qui est sortie en 2013, on en fabriquait 1000 par an. Aujourd'hui, on en fabrique 1500 en 6 heures. C'est effectivement un cap important. Alors je me rappelle que je vous avais rencontré pour Trends Tendance cet été et vous m'aviez dit en regardant les chiffres, enfin en tout cas vous avez fait le travail avant, notre croissance, en fait on s'était dit à un moment, peut-être qu'elle va pas s'arrêter, mais en tout cas s'atténuer, et en fait pas du tout, comme si il y avait vraiment un horizon qui était bien dégagé. Mais quand on a lancé notre plan Eau Rouge en 2021, on avait reçu plusieurs études de marché qui étaient des études de marché à 5 ans et qui prévoyaient que le marché allait être multiplié par 5 à 5 ans. Comme on a une position aujourd'hui de leader sur le marché, on s'est dit que l'objectif c'était de grandir au moins aussi vite que le marché. Si on veut rester leader, on doit au moins grandir aussi vite que le marché, ce qu'on a fait. Mais on pensait que la croissance du marché allait ralentir après ces 5 ans. Ce qui n'est pas le cas. Donc on a de nouveau reçu aujourd'hui des études de marché qui prévoient, ce qui revient à peu près au même, une multiplication par 10 du marché en 10 ans. Et donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est refixé aujourd'hui, donc de suivre cette croissance et de multiplier notre taille par 10 en 10 ans. Et l'introduction en bourse, ça rejoint ça ? C'est en lien avec cette croissance renouvelée, en tout cas cette prévision de croissance renouvelée ? Ça rejoint de 2 manières. La première, c'est qu'il faut comprendre que ce que nous vendons à nos clients, c'est très intangible. C'est un peu comme une assurance. Nos clients sont contents quand rien ne se passe. Donc on vend des non-événements. Et donc la solidité d'une marque, la société en elle-même, son image, sa transparence est excessivement importante pour créer cette confiance. Et c'est finalement toute une série de critères qui sont fondamentaux pour communiquer pour une société en bourse. Donc ces critères-là, on les a de toute façon et on doit les respecter dans les communications qu'on a avec nos clients. Et donc on se dit que quitte à avoir l'ensemble de ces règles et de ces procédures en interne, liées à notre métier, on peut très bien élargir le scope et en profiter pour introduire la société en bourse. Et comment ça se passe, une introduction en bourse ? Enfin, je veux dire, c'est un long processus. Quand j'en aurais fait une. Hein. Ça se prépare, j'imagine. Sérieusement, oui, bien sûr, ça se prépare. Donc aussi, on a annoncé. C'était aussi important de l'annoncer pour justement que des gens qui puissent nous aider, le sachent, puissent nous contacter et qu'on puisse justement commencer à sélectionner les meilleurs pour nous aider dans chaque catégorie, que ce soit en interne ou en externe, pour réussir cette introduction. Est-ce que ça impacte un modèle ? Enfin, vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous employez 850 personnes ? 850 personnes, oui. Avec des croissances aussi annoncées, mais oui. Je veux dire, on en parlera avec une philosophie qui est quand même bien propre à Icare, mais est-ce que du coup, oui, ça va impacter ce que vous êtes ? Mais je pense qu'on a souvent cette image court terme de la bourse en Europe, et peut-être parce qu'on a une typologie d'investisseurs qui est différente. Mais quand on regarde les grands succès boursiers de la dernière décennie, qui sont majoritairement des sociétés américaines, on voit que c'est c'est des sociétés qui ont une stratégie à très long terme et qui s'y tiennent et qui font leur succès. Donc on a parfois un peu cette vision en Europe que la bourse est du court terme et il faut le dire, on n'a pas eu beaucoup de grands succès en bourse sur la dernière décennie ici en Europe, et on voit que des entreprises qui appliquent la stratégie inverse, d'avoir une vision très long terme, comme nous l'avons chez Icare, sont un succès en bourse, en tout cas aux États-Unis. Et donc on espère pouvoir importer cette philosophie ou aider à importer à notre petit niveau cette philosophie en Europe. Parce qu'il y a un des éléments justement dans cette trajectoire, c'est que vous dites par exemple vous allez investir beaucoup dans le marketing et dans l'image. Je me rappelle qu'on avait parlé une fois de Tesla en disant il y a un
moment, il y a tout un travail à faire aussi en termes de positionnement, juste pour vous donner une notoriété. idée, aujourd'hui, nous, on investit 5% de nos revenus en sales and marketing, quand nos concurrents américains investissent entre 35 et 40% de leurs revenus. Donc, on ne dit pas qu'on va passer à 35, de 5 à 35-40, mais en tout cas, au moins le doubler dans le futur. Ça veut dire qu'on est souvent, en Europe, on ne se fait souvent pas assez confiance. C'est ça que ça veut dire aussi. Quand on a cette différence énorme de ratio de ce qu'on investit pour vendre, c'est aussi peut-être qu'on se dit, oui, mais est-ce que vraiment on a le potentiel du marché, etc. Il y a un manque de confiance en nous, quelque part, un manque d'identité, peut-être aussi. Oui, sans doute. De croire en ce que l'on est et de le faire savoir. Et de le faire savoir. Savoir-faire et faire savoir. Alors, vous êtes aussi une entreprise montoise. C'est pas neutre de le dire, parce que quelque part, votre ancrage en Wallonie dans le borinage, vous l'avez toujours revendiqué. Vous avez toujours dit aussi, moi je continuerai, pour autant que ce soit possible, bien sûr. Mais cette introduction en bourse, ça renforce ça, cet ancrage ? Je ne dirais pas que ça le renforce, mais ça ne le déforce pas non plus. Je pense que les investisseurs n'accorderont pas d'importance que la société soit située à Bruxelles ou à Mons. Je pense qu'un investisseur américain ne fait même pas la différence des 60 km qu'il y a sur une carte entre Bruxelles, Mons et Bruxelles South. Et Bruxelles South East, Southwest. C'est ça, donc enfin, malgré tout, pour vous, ça reste quelque chose qui vous est cher. C'est important, mais donc c'est ce que je dis, je pense qu'on peut le faire à partir de Mons. Un de nos slogans en interne, c'est des racines et des ailes. Ça veut dire, les ailes, c'est avoir l'ambition de grandir, de multiplier par 10 notre taille sur les 10 prochaines années, de le faire bien sûr dans le monde entier, mais en gardant des racines, c'est-à-dire en restant implanté à Mons, en ayant nos équipes R&D à Mons, en ayant notre production à Mons, oui. Est-ce que vous incarnez quelque chose pour cette Wallonie qui évolue ? Bon, je ne sais pas, je le dis souvent, alors ça vous paraîtra peut-être bizarre, mais à titre personnel, je déteste passer à la télé ou me lire dans un journal ou quoi que ce soit, mais ce qui me donne le courage de venir sur un plateau, de répondre à des questions pour un article, c'est de se dire, si je peux convaincre ne fût-ce qu'un entrepreneur de se lancer et que dans 10 ans, dans 20 ans, il emploie aussi 850 personnes et peut-être même plus, et il a la trajectoire qu'on a eue, pas pour la fierté d'avoir cette trajectoire, mais je pense que il faut pas 50 entreprises comme Odoo, Aerospace Lab et iCare pour permettre à la Wallonie de basculer dans son niveau de performance économique. Et donc, ne fût-ce que si chacun des patrons actuels de ces sociétés qui ont une forte croissance, ou ceux qui nous regardent, peuvent convaincre 2 ou 3 personnes qui vont faire ça dans 10 ans, dans 20 ans, je pense qu'on a tout gagné. Est-ce que vous avez l'impression que le discours politique actuel, alors après on verra les actes et les difficultés budgétaires, mais en tout cas le discours tel qu'il est, qui vise quand même à donner une image plus dynamique de la Wallonie, est-ce que c'est une révolution qui est en marche selon vous ? Moi, je ne pense pas que c'est le discours politique, c'est les Wallons qui ont fait un choix. Les discours de chacun étaient clairs avant les élections et les Wallons ont voté majoritairement pour un changement. Et donc, je pense que maintenant, tout le monde assume ce changement. Je pense que, bien sûr, ceux qui ont gagné assument les responsabilités qui leur ont été données. Ceux qui n'ont pas gagné, je trouve aussi correct qu'ils assument le fait de se retrouver dans l'opposition. Et donc maintenant, il y a un cap qui est fixé pour la Wallonie sur les 5 prochaines années et on verra où on sera. Et qu'est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, qui est quand même qui fait des évolutions importantes et des choix audacieux, de quoi a-t-elle besoin ? Est-ce qu'elle a besoin d'un soutien plus fort, de règles moins bureaucratiques ? Je ne sais pas, mais on entend parfois des choses. La principale chose dont a besoin une entreprise, quelle qu'elle soit, d'un niveau de pouvoir, quel qu'il soit aussi, c'est de la stabilité. Donc c'est d'avoir des règles qui sont là, pas pour 1 an, pas pour 6 mois, c'est qui sont là pour 5 ans, pour 10 ans. Pour une entreprise, il n'y a rien
de pire que le changement. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, elle doit investir. Et donc, elle prévoit des plans d'investissement à 5 ans, à 10 ans. Et si les règles changent pendant cette période, elle risque de ne pas faire son plan. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir un cadre. Je ne suis pas pour une dérégulation. Il faut avoir un cadre, mais il faut que ce cadre il soit durable dans le temps. Est-ce que vous dites parfois, enfin on l'entend, qu'un contexte budgétaire est difficile, que certains disent on pourra avoir du sang et des larmes, pour citer Churchill avant, mais est-ce que c'est une crainte aussi ça, de se dire qu'on est à une époque aussi aujourd'hui en Europe, en Belgique, en Wallonie, où on va devoir serrer la vis ? Je suis contre le fait de serrer la vis, parce que je trouve, allez, soyons clairs, les revenus d'un État, c'est l'impôt. Et l'impôt, c'est un pourcentage du PIB. Peu importe comment il est perçu, par de la TVA, par de l'impôt des personnes physiques, par de l'impôt des sociétés, à la fin, vous faites la somme de tout ça et vous avez un pourcentage du PIB. Et on essaye toujours d'augmenter ce pourcentage plutôt que d'essayer de booster le PIB. C'est-à-dire qu'on a des croissances qui sont très faibles. Je ne dis pas qu'on doit avoir des croissances de pays en développement, mais on a par exemple les États-Unis qui sont aussi une économie assez mature, qui ont des taux de croissance du PIB beaucoup plus élevés que nous. 2 fois plus importants que nous. Et donc je pense qu'on doit avoir l'ambition d'avoir des taux de croissance du PIB plus élevés. Et c'est quoi avoir cette ambition ? J'ai eu la chance de suivre 2 ans de cours au MIT à Boston qui s'appelle REAP, Regional Entrepreneurship Acceleration Program, et qui est une théorie assez simple qui dit aujourd'hui dans notre économie, pour avoir des sociétés en forte croissance, ce sont des sociétés technologiques. Et on le voit aux États-Unis, la croissance est drivée majoritairement par des sociétés technologiques. Mais c'est pas une bulle, quoi. C'est pas une bulle. En Belgique, on se pose la question, est-ce que, en Europe même, pas rien qu'en Belgique, en Europe, on se pose la question, est-ce que la technologie est vraiment le futur de l'économie ? Il n'est plus temps de se poser la question, et il n'y a pas que moi qui le dis, puisque le rapport de Mario Draghi dit que pendant les 5 prochaines années, on doit fondamentalement transformer l'économie européenne en une économie technologique. Il y a toujours dans l'entretien qu'on avait eu, vous aviez dit je rêve d'une Belgian Tech comme il y a eu la French Tech. Ça veut dire que, alors il y a vous en faites partie, des entreprises qui montrent l'exemple, mais ça veut dire qu'il y a moyen de construire un vrai écosystème à partir de ça ? Mais je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, il y a l'écosystème, et ça, on est assez fort en Belgique pour créer des écosystèmes, puisqu'on a déjà la proximité géographique qui permet de se mettre en relation assez facilement. Donc, ça, c'est bien. Mais je pense que le point fondamental de la French Tech, c'est un peu une caution de la part des autorités de dire, écoutez, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc, si au plus haut niveau de l'État, on décide que la direction dans laquelle vont les subsides, dans laquelle vont les moyens qui sont mis à disposition, qu'ils soient humains, qu'ils soient immobiliers, etc., et que le but, c'est d'introduire 40 sociétés en bourse en 10 ans dans la technologie à des valorisations de 1 milliard d'euros, ça donne confiance. Ça donne confiance aux banques, ça donne confiance aux investisseurs français et étrangers. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut convaincre qu'aujourd'hui, l'investissement en bon père de famille, ce ne sont pas des valeurs refuges comme elles l'étaient il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ce sont des entreprises technologiques. En plus, il y a peut-être une place à prendre, vu qu'en France, enfin je ne le souhaite pas pour eux, mais les choses sont un peu plus compliquées pour le moment. En tout cas, politiquement, c'est vrai qu'il n'y a peut-être plus le même élan français qu'il n'y a eu ces dernières années. Donc il y a peut-être une place à prendre. Je pense que la France va réussir son pari de redevenir la première économie européenne grâce, entre autres, à la French Tech, mais que malheureusement, ils le communiquent très mal. Et qu'en plus, politiquement, maintenant, ils sont un peu... Oui, tout à fait. Ils arrivent très mal à communiquer les succès qu'ils ont économiquement avec la French Tech et leur impact positif sur l'économie. Est-ce que vous dites parfois que le combat se mène au niveau européen ou bien est-ce que, enfin là évidemment on est dans un ancrage belge et c'est important, mais est-ce que finalement c'est pas... Je suis un Européen convaincu, oui, donc ça c'est une approche qui doit être européenne. Et comme je l'ai cité, il y a le rapport de Mario Draghi qui est sans équivoque et pour moi qui doit être appliqué. Qui vise aussi d'ailleurs à mobiliser les capitaux.
y a capitaux. Il doit être appliqué rapidement. Je ne suis pas un grand fan du groupe Oasis, mais vous savez comme moi, ça m'a frappé de voir, cette tarification. Blur aussi, vous. C'est cette tarification dynamique. Ok, on n'aime pas, c'est légal, c'est pas légal, c'est pas à moi de juger, mais on se rend compte qu'il n'y a pas un système d'achat de tickets en ligne européen. Donc ça veut dire que si demain on dit ces systèmes d'achat de tickets américains sont illégaux en Europe, on repasse au ticket papier. Et on ne sait plus commander un ticket par Internet. C'est quand même grave qu'un espace économique comme l'Europe n'ait pas une société qui soit capable, à grande échelle, de délivrer, de vendre des tickets pour participer à un événement, que ce soit le Grand Prix de Francorchamps, la finale de la Champions League ou le concert de Blur ou d'Oasis. Alors, il y a un autre événement qui a été salué, que vous avez salué ces dernières semaines, c'est que vous avez rejoint les solutions de la Solar Impulse Foundation de Bertrand Piccard. Alors, on se rappelle Bertrand Piccard, l'explorateur qui prépare d'ailleurs un tour du monde avec un avion à hydrogène pour l'instant, mais qui en a fait d'autres avant, et qui fédère en fait toutes ces entreprises qui apportent des solutions constructives pour l'avenir de la planète. C'est quoi ça, c'était aussi une fierté pour vous ? C'était important, puisque notre slogan, c'est changer la manière dont le monde fonctionne. Donc, changing the way the world performs. Et donc, c'est important d'avoir un impact. Et c'est facile de dire soi-même qu'on a un impact, mais quand c'est reconnu à l'extérieur, et spécialement par la Fondation Solar Impulse, qui ne propose pas des centaines de milliers de solutions. Il y en a 1000. Il y a 1000 solutions. 1400 même maintenant. Ils sont, pardon, mais enfin, effectivement, en tout cas, elles sont un nombre limité. Et elles sont attestées et concrètes. Exactement. Et donc se retrouver dans cette liste, pour nous, c'était quelque chose d'important pour montrer qu'on n'a pas seulement un bénéfice économique pour nos clients, mais on a aussi un bénéfice en termes d'impact. Et ça se mesure comment, un bénéfice en termes d'impact? Pas forcément. Ça dépend à chaque fois dans quelle région on est, parce que l'impact ne se mesure pas de la même manière aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc. Et puis secteur par secteur. Vous êtes présent dans combien de régions pour le moment? Aujourd'hui, on a des bureaux dans 16 pays dans le monde et on couvre à partir de ces 16 pays 55 pays différents. Donc on a encore de la place pour grandir dans, je crois, les 200 pays qui doivent rester dans lesquels on n'est pas présent. Et donc cet impact qui peut être entre guillemets différent. Beaucoup de manières différentes, oui. Et pour vous, c'est à titre personnel et en tant qu'entrepreneur, évidemment, mais c'est quoi? C'est une conviction, mais c'est aussi une inquiétude, cette dimension de combat pour la planète? Une inquiétude, non. Une conviction, oui. Je pense qu'on a ou on aura tout entre les mains pour gagner ce combat. C'est un combat, ça c'est certain, donc je ne le minimise pas, mais je pense qu'on peut y arriver. On a les technologies aujourd'hui, on a les capacités de plus en plus avec l'intelligence artificielle de développer celle de demain. Donc moi je n'ai aucun doute sur le fait qu'on gagnera ce combat. Et vous dites ça, parce que certains disent oui, il y a ceux qui croient aux technologies et aux solutions novatrices, et puis il y a ceux qui plaident pour la sobriété. Il faut les deux. Il y a un peu de tout, mais c'est aussi les technologies qui vont nous aider à être sobres. Je ne dis pas que les technologies. La vôtre, par exemple, c'est ça aussi. La nôtre, c'est plutôt une technologie qui joue sur la sobriété. Donc, elle n'empêche pas en tant que telle, elle ne fait pas consommer moins d'électricité, elle ne produit pas de l'électricité plus verte, mais elle fait en sorte qu'on peut produire plus avec la même machine ou produire la même chose avec moins de machines. Et prolonger la durée de vie. Donc, c'est être plus sobre. Donc, c'est une sobriété, mais c'est une sobriété technologique. On a l'impression parfois qu'il se dégage de vous une force tranquille, une espèce d'optimisme serein comme ça. C'est quelque chose que vous travaillez. Vous avez parlé des États-Unis, ça vient de là-bas ou comment? Ou ça a toujours été non, je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste. Pas un optimiste BA, mais un optimiste qui met la main à la pâte pour essayer de faire communiquer son optimisme et de faire en sorte que l'optimisme deviennent des actions concrètes qui vont dans le bon sens. Oui, et de tracer un chemin pragmatique, en fait, parce que tout ce dont vous avez parlé, le plan et les plans qui se succèdent,
c'est ça. En fait, c'est beaucoup de travail aussi, j'imagine. Moi, j'aime bien dire qu'il faut dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Et pour mon discours, pour les 20 ans d'I-Care, il y a 2 semaines, j'ai cherché dans les anciens discours pour voir ce que je disais dans le passé. Et j'ai retrouvé un discours de 2016, donc bien avant qu'on ne mette en place le plan d'eau rouge, qui annonçait qu'on allait faire x10 en 10 ans. Et tout le monde s'est moqué de moi à l'époque. Moi-même, je me suis dit que j'étais beaucoup trop optimiste. Et finalement, on n'a pas fait x10 en 10 ans, on a fait x10 en 9 ans. Donc oui, donc c'est ça, il y a aussi une force de persuasion, en fait, sans doute. C'est de pouvoir avoir une stratégie, c'est-à-dire avoir une vision à long terme, mais de pouvoir aussi avoir la tactique de qu'est-ce qu'on va faire demain pour planter la première graine ou le premier petit caillou qui va amener à où on sera dans 10 ans. Oui. Alors I-Care, c'est aussi une philosophie, c'est aussi un esprit d'équipe, en tout cas c'est ce que vous exprimez souvent, il y a cette volonté-là. Ça se cultive comment, ça ? Écoutez, je pense que le plus important c'est d'être... de nouveau, d'annoncer ce qu'on fait et de faire ce qu'on annonce. Donc on a des valeurs chez I-Care qui sont la performance, donc la première valeur c'est la performance, la deuxième c'est la durabilité et la troisième c'est le respect pour l'humain. Et je pense qu'il faut être cohérent, et quand on est cohérent et qu'on applique ces 3 valeurs dans toutes ses décisions, dans toutes ses actions, eh bien je pense que ça crée justement un esprit d'équipe et que l'équipe se retrouve dans cette cohérence et suit. Voilà, donc pour moi c'est important d'être cohérent avec ses valeurs, et une fois qu'on a cette cohérence, on peut fédérer les gens dans un projet, dans une équipe. Oui. Parce que vous avez dit, vous travaillez sur l'intelligence artificielle. Parfois, on se dit, tiens, l'intelligence artificielle, ça peut être à l'encontre de l'humain, où on mise beaucoup sur la productivité, mais en fait, sans doute que l'un permet l'autre, et notamment cette cohésion. Je reprends toujours l'exemple, pour mes grands-parents, la calculatrice allait faire des générations d'imbéciles parce que mes parents n'étaient plus capables d'utiliser une règle de calcul. Pour mes parents, nous allions être une génération d'imbéciles parce qu'on allait utiliser des fichiers Excel plutôt qu'une calculatrice. Et pour nous, nos enfants vont être une génération d'imbéciles parce qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle au lieu d'un fichier Excel. Et donc, ce ne sont que des outils. C'est des outils qui sont là pour traiter plus de données, plus vite, pour automatiser des choses qui sont finalement répétitives et permettre de libérer du temps de cerveau pour des choses à plus haute valeur ajoutée. Donc moi, je mets l'intelligence artificielle est une révolution. Mais c'est une révolution au même titre que la calculatrice, au même titre que l'informatique, les tableurs, etc., qui permet d'automatiser toute une série de tâches et de pouvoir concentrer son cerveau sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc pour moi, que du contraire, c'est quelque chose de très humain parce qu'on libère le cerveau humain de beaucoup de tâches avec moins de valeur ajoutée. Est-ce qu'en Wallonie, il y a un problème de compétences ? Certains secteurs se plaignent de pénurie. Alors peut-être qu'il y a le modèle, évidemment, de l'entreprise qui peut générer tout ça, peut-être de formation aussi. Mais est-ce que vous, c'est parfois un souci, notamment par rapport à la croissance que vous connaissez ? C'est pas un souci pour nous, mais je pense qu'il y a vraiment un problème d'éducation en Wallonie, et donc il faut investir rapidement et massivement dans l'éducation. Parce que, oui, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est de plus en plus difficile de trouver un travail si on n'a pas de diplôme, si on n'a pas une certaine base. Et donc, je pense que c'est important de ne plus laisser des jeunes au bord du chemin en les laissant sans diplôme, hors du système, etc. Mais ça peut très bien être un diplôme technique, un diplôme professionnel, peu importe. Mais je pense qu'il faut revaloriser l'enseignement et investir. C'est la mère de toutes les batailles pour moi. Toutes les autres batailles, tous les autres challenges découlent de l'éducation. En même temps, donner du sens aussi, parce qu'on on dit parfois que la génération qui vient est en quête de sens par rapport à l'emploi, n'accepte pas n'importe quoi, ce qui est bien. Enfin, n'est peut-être pas toujours prêt à travailler autant qu'il le faut. Enfin, c'est parfois des caricatures, mais
Mais il y a cette question du sens que vous incarnez peut-être. Hein. Il y a le sens et je pense qu'il y a aussi, il faudra aller plus loin pour la prochaine génération. Je ne pense pas que la prochaine génération travaille moins, elle travaille différemment. C'est-à-dire que nous, on avait l'habitude de travailler par bloc, en caricaturant 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de dodo. Quand la nouvelle génération a c'est plus une consommation TikTok, où ça va peut-être être 30 minutes de travail et puis 30 minutes de fun et puis peut-être une petite sieste, pourquoi pas, mais discuter avec un professeur qui me partageait une étude qui disait il y a 15 ans, les élèves dans le secondaire, ils avaient mesuré qu'ils avaient une capacité de concentration de 40 à 45 minutes, ce qui tombait bien avec les heures de cours de 50 minutes. Mais qui avait un nombre de répétitions qui était limité. Aujourd'hui, les élèves, ils ont une capacité de concentration de l'ordre de la minute. Donc on peut dire que c'est beaucoup moins bien. C'est vrai que c'est beaucoup moins bien, mais avec une répétition infinie. Ça veut dire qu'ils peuvent se concentrer une seule minute, mais un nombre de fois infini. Ce qui, au final, donne beaucoup plus de minutes de concentration que ce que les élèves d'il y a 15 ans ou nous-mêmes savions faire. Donc, c'est juste une question de s'adapter aux générations actuelles, que ce soit dans l'éducation ou dans le travail. Avec son nouveau plan Eau Rouge, Icare compte bien prendre une autre dimension avec pour but final l'entrée en bourse de l'entreprise en 2025. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode du Z-Podcast. On se retrouve demain pour l'info à ne pas manquer avec Benjamin Billard qui nous parlera de la formation du gouvernement. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.